Bonjour et bienvenue dans Une patte dans la psychomote, le podcast qui explore les liens entre psychomotricité et médiation animale. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Delphine Descamps-Guittard, sociologue qualifiée en éthologie et intervenante en médiation animale. Elle nous partage aujourd'hui son expérience auprès des personnes âgées et plus particulièrement d'une pratique originelle de médiation avec des perruches calopsites. Ensemble, nous allons découvrir comment ces oiseaux peuvent devenir de véritables partenaires thérapeutiques. Bonne écoute. Moi, du coup, je m'appelle Delphine Descamps-Guittard. J'interviens en médiation animale depuis 2007. J'ai été diplômée, on va dire, pour être large en éthologie en 2006. J'ai fait mon mémoire de fin d'études sur la relation zooludique, donc du jeu entre l'enfant et le chien. Et pour résumer, à l'époque, on ne parlait pas de médiation animale, on parlait d'activité asso sur l'animal, etc. Donc voilà, c'était encore des notions un peu, c'était pas très, très connu. Il fallait se battre pour se faufiler dans les structures. Un petit peu comme la psychomotricité il y a encore pas si longtemps. Et il y a beaucoup, beaucoup de parallèles entre la médiation animale et la psychomotricité. Et donc, moi, j'interviens plus particulièrement avec le chat, mais j'ai aussi fait avec ma chienne qui aujourd'hui est à la retraite. Et donc, on a les perruches calopsites au CHU et j'ai aussi fait un petit peu avec deux lapins. Voilà, donc ça donne un petit peu l'idée. Voilà, et j'interviens, alors je peux intervenir en crèche, en école maternelle, jusqu'au primaire, jusqu'au CM2. Et dans le domaine du polyhandicap auprès d'enfants, d'adolescents, mais surtout en gérontologie, soins palliatifs, accompagnement fin de vie et auprès des aidants familiaux aussi. Voilà, okay. Donc c'est assez complet. Ouais, c'est ce que j'allais dire, vous avez une expérience hyper vaste du coup. Mais surtout gérontologie quand même. Surtout le chat et surtout gérontologie, voilà, en résumé. Okay. D'accord. Okay, ça marche. Du coup, notre première question, c'était un petit peu du coup orientée sur la médiation avec les oiseaux. Oui. Quels sont les objectifs du coup mis en place dans les séances de médiation avec les oiseaux ? Alors, en fait, les séances sont assez pas aléatoires, mais disons que vraiment l'idée c'est de laisser l'animal en fait profiter un maximum aussi et ne pas le contraindre. Donc vraiment l'idée c'est de libérer les oiseaux et de voir en fait ce que eux proposent et on essaie de s'adapter à ce qu'ils proposent. Cela étant, faut garder à l'esprit que, alors nous après on a des perruches, mais c'est vrai que il y a des tourterelles en médiation, il y a des pigeons, il y a des poules si vous considérez voilà les poules comme étant voilà des oiseaux dans votre étude et faut garder à l'esprit le fait que ce sont des animaux, donc il y a aussi un côté spontanéité et respect du bien-être à vraiment maintenir. Et puis les perruches calopsites, je ne sais pas si vous connaissez un petit peu, mais c'est de petits animaux relativement fragiles quand même, mais qui sont vraiment très sociables et qui ont un vrai besoin d'affection et qui interagissent beaucoup avec l'homme, à condition bien sûr qu'elles aient été domestiquées. Donc nous on a plusieurs après je sais pas trop, moi comme je vous disais, voilà, ma spécialité entre guillemets c'est plutôt le chat, mais nous en tout cas dans le cadre du CHU on a plusieurs professionnels qui se saisissent de la présence des oiseaux pour leurs ateliers. On a les ASH qui vont les emmener dans les services, notamment le week-end, parce que c'est vrai que le week-end il n'y a pas de professionnel médical, paramédical, donc voilà, ça leur permet aussi de les sortir et ça permet aux bénéficiaires, aux résidents de les voir aussi. Les orthophonistes utilisent aussi la médiation ou viennent dans la salle où se situent les oiseaux. Et ensuite, psychomotricien bien sûr, la socio-esthéticienne
l'animatrice, la psychologue, voilà. Et donc, c'est déjà une bonne équipe pluridisciplinaire. Alors, ça peut être chacun son tour pour ses ateliers, ou bien ça peut être aussi en petits groupes pluridisciplinaires. Il y a plusieurs professionnels avec un petit groupe de personnes. Et nous, l'atelier, on appelait ça jardin partagé parce qu'on partait du principe au départ, voilà, l'idée du jardin partagé en soi. On s'est rendu compte que ça ouvrait beaucoup la parole, que ça permettait vraiment de libérer la parole. Et donc, il y a un de petits jeux de mots avec le jardin partagé, aussi le jardin intime, voilà, qu'on ose ouvrir et partager aux autres. Et du coup, alors, elle participe à l'ambiance vraiment contenante et apaisante, qui est vraiment très importante dans un cadre en fait d'accompagnement, surtout thérapeutique. Elles vont réveiller l'envie d'agir. Voilà, bon, ça après l'animal en général, et l'envie d'entrer en relation. Donc vraiment le lien social, que ça soit avec les autres résidents, avec les professionnels. Elle permet d'aller chercher aussi au fond de soi comment dire, la force, hein, l'énergie nécessaire pour réaliser une action qui parfois pourtant est devenue difficile. Voilà, par exemple, on voit l'oiseau faire sa toilette, ça va être en support pour se brosser les cheveux ou pour se faire faire les ongles ou se maquiller un petit peu, voilà. Donc, il y a un effet de miroir comme ça, il y a un parallèle qui se crée. Et donc, il y a vraiment une complicité aussi qui va se révéler avec l'animal et qui va permettre à la personne, je vous disais, de se confier, de s'exprimer à travers du coup ce jeu de miroir qui est intéressant. Ce que je trouve étonnant dans ce que vous racontez jusqu'à là, c'est le fait que ça s'adresse à des professionnels aussi qui sont dans un cadre, par exemple la socio-esthéticienne, c'est pas forcément un cadre thérapeutique, mais du coup, ça peut faciliter la relation dans un contexte qui va au-delà du soin en fait en lui-même. Alors oui, vous avez raison. Après, la socio-esthéticienne propose des soins, mais des soins de beauté, on va dire. Voilà, des soins du corps, etc. En plus, notre socio-esthéticienne avant était aide-soignante, donc elle a quand même aussi, voilà, une approche professionnelle par rapport à ça, mais oui, effectivement, par exemple moi qui ne suis absolument pas du milieu ni médical ni paramédical, c'est vrai que bon, à force, moi ça fait 18 ans que j'interviens maintenant, donc c'est vrai que j'ai pris des plis, voilà, j'ai appris des choses, mais c'est vrai qu'en soi j'ai pas les diplômes, etc. Mais c'est vrai que l'animal va permettre ça, va permettre un petit peu, vous savez, comme Monsieur Jourdain qui fait la prose sans le savoir, va permettre en fait de faire du thérapeutique, même si on n'est pas thérapeute, parce que c'est malgré nous, la motricité fine va travailler, malgré nous, la cognition va travailler, la réminiscence des souvenirs, voilà. Donc voilà. Mais comme dans toute activité au final. Oui. Mais bien évidemment, si c'est accompagné, encadré ou en tout cas en présence d'un professionnel de santé, voilà, l'analyse de la pratique et les objectifs fixés, bien sûr, sont mieux cadrés. Quoi vous dire de plus? Oui, donc cette relation du coup, qui est proposé avec l'animal, va privilégier tout ce qui est au niveau sensoriel, donc au niveau de la douceur, de la texture des plumes, par exemple, qui va être différente des poils, différente de quelque chose de plus rugueux, etc. Le respect, parce qu'on va mettre en place vraiment le respect de l'animal. Là, on rejoint aussi les enfants, c'est-à-dire que c'est à travers le respect de l'animal qu'on va glisser le respect de soi, le respect des autres, etc. L'observation,
beaucoup l'observation parce que, comme je vous disais, nous, en tout cas, on ne contraint pas l'animal. Donc, si l'oiseau ne veut pas venir se poser, ne veut pas, voilà, on l'observe. On l'observe voler, on l'observe faire sa toilette sur sa plateforme de jeu ou perché en haut de l'armoire. Voilà. Donc, même s'il n'y a pas un contact direct, en fait, il ne se passe pas rien parce qu'on rebondit sur autre chose et on fait travailler effectivement d'autres objectifs. Le non-jugement, bien sûr, donc ça c'est l'animal en règle générale. La communication non verbale aussi, donc de tout ce qui est éthologie, les postures, les mimiques faciales, etc. La patience. On travaille beaucoup sur la patience. La patience, le partage. Voilà, le partage entre les résidents, c'est chacun son tour, c'est voilà. Va y avoir donc, je vous disais, une stimulation motricité fine aussi, avec le nourrissage, avec les caresses et en fait avec des gestes au niveau des doigts, des mains qui vont être différents. Et qui vont donc aussi laisser large place aux émotions, on se rend compte, et à tous les aspects, je vous disais, sensoriels. Et en fait, c'est marrant parce que vous parliez de soins et nous, en résumé ou en pseudo-conclusion sur cette approche par rapport aux oiseaux spécifiquement, on s'était dit que cette relation qui est vraiment interactive, en fait, puisque même si c'est non-verbal, il y a des échanges, il y a une forme de communication. On s'était dit, en fait, qu'elle redonnait du sens au mot soin, justement, quand vous parliez de soins de tout à l'heure, et qu'elle favorisait effectivement, comme je vous disais, les échanges autant avec le personnel que les résidents entre eux, que le partage de l'expérience aussi, avec les familles aussi. Voilà, donc c'est vrai que ça permet de beaucoup de choses, en fait. Il faut le vivre pour... Après, je peux vous donner quelques exemples concrets, si vous voulez. Eh ben, ça faisait partie des questions. Voilà, on se demandait, est-ce que les oiseaux, et justement les perruches plus particulièrement, pouvaient apporter quelque chose de plus que d'autres animaux plus communs en médiation animale, ou au contraire, quelque chose qu'on pourrait moins faire avec les perruches qu'avec d'autres animaux? Oui, alors de par sa de petite taille, je vous disais en intro, sa fragilité quelque part, qu'on peut par exemple mettre parallèle avec la fragilité du lapin ou du hamster ou du cochon d'Inde. Par rapport à ça, oui, effectivement, on va s'adapter. Par rapport au fait qu'ils volent, donc comme je vous disais, c'est plus difficile de contraindre. Un chien, il obéit, donc on va réussir en général, enfin c'est pas si simple, mais schématisé, on va réussir à obtenir ce qu'on veut d'un chien le temps qu'on veut. Un chat, c'est déjà moins évident. Un chat va plutôt faire pour lui, donc il va faire tant que il y trouve lui son compte des échanges. L'oiseau, en fait, dès qu'il veut s'envoler, il s'envole. On va pas ni lui couper les ailes, ni l'empêcher, voilà, ni le mettre en cage. Donc après, oui, tout le travail sensoriel autour des plumes. Donc de l'oiseau en général, de la poule, voilà, jusqu'à la perruche. Donc de tout ce travail-là sur la texture des plumes, sur la douceur, sur l'étanchéité, sur aussi tout ce qui est en lien avec le nourrissage. Donc après, ça dépend auprès de qui, de public vous intervenez, mais par exemple, si c'est un objectif éducatif ou pédagogique avec des enfants, vous avez de tout ce qui passe par ce que mange un animal de basse-cour ou ce que mange un oiseau et pourquoi. Est-ce qu'il y a des publics auprès desquels vous avez plus une affinité avec du coup cette médiation oiseau, ou est-ce que ça s'adresse un peu à un public vaste? Est-ce que vous pouvez nous détailler un peu ce niveau-là? Alors moi, comme je vous disais, du coup, les perruches, elles sont au CHU, donc aux USLD, donc aux unités de soins longue durée, donc plutôt une sorte de soins palliatifs. Okay. Donc j'ai surtout cette expérience-là. Après, moi, comme j'en ai récupéré une, j'ai essayé auprès d'enfants de polyhandicapés.
moi, j'ai trouvé ça compliqué parce qu'en fait, comment dire, la, la réceptivité, le handicap et les capacités résiduelles en fait à travailler en fonction du polyhandicap, mais qui quand même du coup qui porte son nom de poly, c'est-à-dire plusieurs, donc c'est compliqué. Moi, j'avais vraiment des enfants ou des adolescents en fauteuil de coquille, avec le regard vers le plafond, etc. C'était très compliqué en fait de joindre avec un oiseau. En tout cas, pour moi, c'était pas facile. Donc, je peux pas trop partager. Et après, j'ai pas fait d'autres expériences. J'ai après pour avoir échangé avec d'autres médiateurs, mais du coup, ça serait plutôt au niveau, oui, comme je vous disais, des tourterelles. Alors, on a eu un pigeon aussi, mais pas longtemps. C'était à peu près le même principe. Et puis les poules, effectivement, au niveau des poules, on va. Mais après, la poule est quand même plus grosse en termes de gabarit. Peut-être plus connue, voilà, moins effrayante, et elle s'envole pas pareil. Voilà, elle peut battre des ailes, mais voilà, elle va pas décoller. C'est plus facile, c'est pas le but, bien évidemment, mais c'est plus facile de contraindre une poule s'il faut le faire que voilà. Mais c'est vrai en tout cas, en gérontologie, en accompagnement fin de vie, oui, on a vu des choses. Je peux vous glisser voilà, quelques anecdotes très concrètes pour le coup. Est-ce que vous pouvez nous expliquer déjà un petit peu, avant de parler des expériences, comment ça se déroule un petit peu une séance avec les oiseaux? Est-ce qu'il y a des temps forts? Est-ce que, Oui, alors on a une salle, bon, on ferme la petite salle d'animation. Donc on est en règle générale, on est 3 intervenants, enfin 3 professionnels, et on va dire entre 4 et 6 personnes. D'accord. À peu près. En ce moment, ils sont quasiment tous en fauteuil. Ouais, je pense. Il n'y a même pas de déambulateur ni non. Ouais, c'est que des fauteuils. Donc voilà, on s'organise de manière et en fait, l'idée, c'est que les oiseaux sont présents, comme je vous disais. Donc on ouvre la cage, voilà, ils sortent, ils s'envolent. On laisse la cage ouverte, bien sûr, que s'il y a besoin qu'ils rentrent pour se rassurer, pour se ressourcer, etc., ou aller boire, manger, voilà, qu'ils puissent le faire. On installe sur une... je pourrais vous partager un petit film au début. Il parle des oiseaux. On installe sur une petite table, en fait, les friandises. Et puis, il y a vous savez, une plateforme de jeu en bois avec des petites échelles, etc., spécifiques pour les oiseaux. Et l'idée, c'est d'essayer, donc on les observe et on essaie d'attirer leur attention parce qu'effectivement, l'objectif, c'est un petit peu qu'il y ait quand même un contact. Donc, il peut y avoir le contact visuel, bien évidemment, donc on va travailler la poursuite oculaire aussi, mais c'est vrai que souvent, voilà, il y a l'attente du toucher, du nourrissage, etc. Donc on va siffler, on va les appeler, on va essayer de leur mettre les petites de pipas qu'ils aiment bien, voilà, pour les faire venir. Et en général, ça fonctionne. Alors, ils peuvent se mettre sur la tête, sur l'épaule ou sur le doigt, sur la main, en fonction. Et c'est vrai que l'attention qui est de capter par ça peut aussi permettre de proposer des soins qui, en règle générale, ou en tout cas, voilà, sont majoritairement refusés ou très longs à mettre en place sans cette médiation-là. Ce qui ne veut pas dire qu'une autre médiation ne peut pas aussi faciliter. Mais c'est vrai que voilà, la présence animale, quand même, en général, favorise beaucoup de choses. Ok, merci.
Et du coup, est-ce qu'on pourrait avoir des petites anecdotes concrètes, s'il vous plaît? Oui, alors qu'est-ce que j'ai relevé? Je me suis notée pour pas en oublier. Oui, on avait une résidente qui comprenait pas bien le français. Et la calopsite a vraiment permis un premier contact et à travers la communication non verbale en fait que la dame avait avec l'animal, avec l'oiseau, ça a permis de faire comprendre des choses en écho, en miroir à la dame, de faire en fait un vrai intermédiaire avec cette communication là, de favoriser aussi le lien parce que du coup l'échange étant compliqué au niveau verbal, voilà, il n'y avait pas vraiment de lien, de relation qui s'était créé et le fait d'être sur ce rapport avec l'animal, sur ce mode un peu ludique, etc. La confiance, en fait, je pense que c'est vraiment ça. La confiance s'est instaurée et du coup, il y a aussi eu davantage d'efforts des deux côtés, peut-être aussi, en tout cas du côté de la dame, pour essayer de lire sur les lèvres, pour essayer de traduire parce qu'elle avait quand même de quelques mots. Voilà, elle comprenait pas bien le français, mais elle avait quand même quelques mots. Et les collègues partaient du principe qu'en fait, elle n'avait pas envie de faire d'efforts et qu'elle restait dans, je mets des guillemets, mais la facilité de sa langue maternelle. Voilà. Et du coup, en lui parlant en français par rapport à la perruche, elle a pris un petit peu le pli parce qu'elle avait envie de comprendre ce qu'on disait par rapport à l'animal, en fait. En tout cas, nous, c'est comme ça qu'on l'a interprété. Après, on avait un résident qui vraiment était très à l'écart, très passif et qui, de manière très significative, est redevenu acteur. Vraiment, le fait de nourrir, de prendre soin, parce que certains, pour ceux qui ont le plus de capacité résiduelle, ils peuvent aider à leur mettre à manger, à changer l'eau dans la cage, voire à nettoyer un peu la cage, les jeux qui sont suspendus, etc. Donc vraiment ce sentiment d'utilité, en fait, l'a vraiment remis dans une posture de mise en mouvement et acteur, en fait, alors qu'il était très passif, voilà, qui se laissait faire, parce qu'on est dans une prise en charge assez lourde médicalement et que du coup, voilà, il y a cet abandon un petit peu du corps et de faites ce que vous avez à faire. Enfin, je schématise un peu, mais voilà, faites ce que vous avez à faire sur mon corps. De toute façon, je peux pas m'opposer, j'ai pas la force ou j'ai pas j'ai pas le droit entre guillemets. Donc et aussi sur ce monsieur, on avait aussi retenu l'idée de liberté. C'est-à-dire que vraiment le fait, au fur et à mesure, on s'est rendu compte, on lui a proposé que ça soit lui, on ne libérait plus les oiseaux avant qu'ils arrivent, et il arrivait en premier et on le faisait lui ouvrir la cage, et voilà. Et le fait de pouvoir ouvrir la cage, on avait vraiment l'impression que lui-même, en fait, il s'ouvrait avec à l'extérieur, les voir s'envoler, prendre leur envol. Voilà, il y avait vraiment un sentiment de liberté aussi par rapport à ça qui s'est assez octroyé en termes, là encore, de miroir. Après, on avait une autre résidente qui refusait de sortir de sa chambre. Elle sortait jamais de sa chambre, sauf pour venir voir les oiseaux, s'il y avait vraiment le prétexte de venir voir les oiseaux. Donc, ce qui permettait, là encore une fois, d'induire du lien, de sortir aussi de l'environnement cloisonné de la chambre, de voir autre chose, de rencontrer des personnes, lui proposer aussi un soin. Alors bien sûr, vous me direz, le soin, on peut le faire dans la chambre, oui, mais l'idée, c'était de la faire sortir. Donc voilà, il fallait la faire sortir de la chambre, et la seule chose qui pouvait la faire sortir, c'était de rejoindre les oiseaux.
Du coup, elle venait à l'atelier pluridisciplinaire voir les oiseaux et là, on lui proposait le soin, voilà, qu'elle acceptait vraiment facilement, alors qu'elle refusait, en dehors de ce contexte-là, elle le refusait vraiment le plus souvent. Ok. En dernier exemple, je m'étais noté le fait, encore une fois, d'utiliser le prétexte des oiseaux pour venir dans la salle et proposer des soins, mais là, pour le coup, de détente, plus particulièrement des massages, une relaxation, de l'hypnose, voilà, écouter de la musique douce, etc. Je ne sais pas si vous connaissez un petit peu l'approche Snoezelen, d'éveil sensoriel, voilà. Moi, je travaille beaucoup avec. Et du coup, voilà, ce monsieur, parallèlement à la dame, en fait, les objectifs étaient de rejoindre les oiseaux dans la salle pour leur proposer des soins et les faire sortir de leur contexte, de leur bulle, quoi. Comment est-ce qu'on choisit un oiseau de médiation, du coup? Alors, moi, de ce que j'ai observé, puisque la dernière pipa, j'ai été la chercher avec la socio-esthéticienne, les calopsites, en tout cas, et le vémin. Donc non seulement domestiquée, mais élevée main pour qu'elle soit habituée à l'homme, habituée à venir chercher la friandise, éviter qu'elle pince trop fort parce qu'elles ont quand même un bec assez... Voilà, si elle pince, ça peut quand même blesser et ça peut traumatiser un enfant, une personne âgée qui a la peau très fine, voilà, ça peut vite être problématique, septicémie, etc. Donc oui, la sélection, en fait, c'est ça. C'est les prendre et lever main. Et de mon point de vue, jamais seul. Ok. Sauf vraiment si la personnalité, voilà, de l'oiseau, s'il agresse les autres, mais en règle générale, ils aiment plutôt être en compagnie. Ok. Du coup, est-ce que les oiseaux sont formés? Et si oui, comment? Alors, je parlerai pas au nom de tous les intervenants, de tous les médiateurs qui utilisent des oiseaux, mais je pense que pour la plupart, je pense aux poules, etc. En tout cas, il y a une immersion, une habituation qui est faite avec les lieux, avec les bruits, avec éventuellement les réactions spécifiques des publics qu'il peut y avoir. Après, comme je vous disais à l'instant, par rapport à la calopsite, la préparation, en fait, c'est le fait qu'elle soit levée main. Et après, c'est effectivement de proposer de le mettre en contact avec les résidents et de voir si spontanément, en fait, il vient chercher le contact. Voilà, si ça se confirme au niveau de l'individu, en fait. Et c'est pour ça que j'ai récupéré Chouchou, c'est que sa maîtresse c'était la médecin du service, elle est partie en le laissant et en fait il a vraiment vécu l'abandon et résultat il voulait plus faire de médiation, il était un petit peu, enfin pas agressif, mais voilà, il essayait de mordiller dès qu'on tendait le doigt pour qu'il vienne se mettre. Du coup, comme il était tout seul, parce qu'il avait une copine, mais qui n'a pas survécu, du coup, il était tout seul. Donc, mes collègues se sont dit, en fait, peut-être que de lui prendre un copain, voilà, ça sera mieux. On a pris Lilian, et sauf qu'en fait, il s'entendait pas du tout. Donc, du coup, on a dû les séparer. Donc, moi, j'ai fini par récupérer Chouchou. Et par contre, du coup, elles ont pris une femelle cette fois-ci à Lilian. Voilà. Et là, mâle et femelle, ils s'entendent très bien. Est-ce que on a des connaissances sur l'éthologie des oiseaux? On a des connaissances sur les chats, le chien, le cheval, ça je sais. Mais au niveau des oiseaux, je me rends pas du tout compte s'il y a des choses qui nous permettent de comprendre.
Oui, il y a une éthologie des oiseaux très développée. On observe énormément les oiseaux. Après, moi, c'est pas ma spécialité en soi, mais oui, vous trouverez des ouvrages et des articles. Alors, sur la médiation concrètement, ouais, je crois qu'il va y en avoir quelques-uns. Alors, peut-être plus en anglais, peut-être plus au niveau des États-Unis. De Rebecca Johnson peut-être. Mais c'était quoi la question, pardon? Je demandais si l'éthologie des oiseaux, c'était quelque chose Ah oui, qui l'éthologie. étudié. Oui, voilà. Après, on observe. Oui, les oiseaux sont très, très observés. Il n'y a qu'à voir dans les réserves naturelles, enfin, l'état sauvage, voilà. Après, dans un contexte de médiation, oui, ça se développe de plus en plus parce qu'en fait, en gros, si je schématise, les intervenants en médiation animale, comme souhaitant en faire un métier, du coup, il faut que ça soit, je schématise, hein, mais il faut que ça soit rentable. Et voilà, c'est pas comme vous avez une formation initiale et vous utilisez une médiation parmi d'autres. Là, si on part du principe que la médiation animale devient un métier, ça veut dire qu'il faut en vivre, ça veut dire qu'il faut multiplier les séances et donc multiplier les animaux. Donc, du coup, l'ouverture vers les oiseaux se fait assez facilement d'après ce que j'observe moi autour de moi. Donc je pense qu'il doit y avoir de plus en plus d'analyse de la pratique par rapport à ça. Et l'éthologie vraiment centrale dans l'analyse de la pratique parce que c'est une science du comportement et de la relation homme-animal qui est basée sur l'observation. Vous savez, vous avez l'éthologie animale, l'éthologie humaine et l'éthologie de la relation entre les deux, donc ce qui se passe vraiment en médiation. Et à la différence de la psychologie ou de la sociologie, où on va avoir des outils de type entretien, de questionnaire, etc., où on a un biais quand même d'interprétation, voilà, de la part. L'observation en éthologie se veut, en tout cas, être plus objectif. C'est ce que défend, en tout cas, l'éthologie. Et du coup, ça devient un outil vraiment, enfin, en tout cas, pour moi, c'est incontournable dans l'analyse de la pratique par rapport à l'animal en général. Et c'est vrai que, voilà, il y a les chevaux, les oiseaux, l'éthologie est très, très développée. En plus, ça paraît être une super clé de lecture pour comprendre les réactions des oiseaux et éviter peut-être les dangers par rapport aux patients. Tout à fait, oui, tout à fait. Est-ce qu'on peut observer des signes d'apaisement ou au contraire de malaise chez l'oiseau, un peu comme le chien qui se lâcherait la truffe, qui se secouerait? Oui. Voilà. Alors oui, l'oiseau il va faire vous savez, il va cracher un petit peu. Voilà, quand il en a marre, quand il veut pas, ou alors il va essayer de mordiller. Clairement, un oiseau qui a envie de venir vers vous, qui a envie du contact, dès que vous mettez le doigt, ou alors simplement envie de sortir, en fait, parce qu'il sait que souvent de venir sur le doigt, ça veut dire qu'il va sortir, sur la main en tout cas. Voilà. Si dès que vous lui présentez le support, il arrive tranquille, il se met sans, voilà, vous pouvez le porter, etc. C'est qu'il est volontaire. À partir du moment où il va faire de queue volée, où il va se poser en hauteur sur les armoires, sur les lustres, enfin voilà, où en fait il va faire en sorte de pas être attrapable, ou bien qu'il va cracher comme je vous disais avec ce petit souffle là, ou qui va essayer de mordiller. C'est qu'il n'a pas ou plus envie. Effectivement, dans ces cas-là, faut écourter la séance d'abord pour limiter le fait de mettre le résident en danger, le fait de saturer l'animal, parce que si en fait on prolonge trop ce moment qui n'est pas agréable pour lui, en fait il voudra plus venir partager ce moment-là. Et puis que plus vous prolongez aussi, plus vous allez derrière galérer à les faire revenir dans la cage. Or,
qu'on le veuille ou non, un atelier a une durée et à un moment, il faut ramener les résidents parce qu'il y a d'autres événements à la suite, il faut libérer la salle, et donc qui dit ouvrir la porte dit remettre les oiseaux dans la cage. Donc si vous mettez une demi-heure comme ça m'est déjà arrivé, moi, ça m'est arrivé plusieurs fois le vendredi. Aujourd'hui, ce n'était pas le cas, mais ça m'est arrivé il y a encore avec une stagiaire, il y a encore 2 semaines. Moi, je viens avec mon chat et il se trouve que je vais chercher le classeur où je fais mes transmissions dans la salle où il y a les oiseaux. Et ben, la cage était en plus fermée, donc ils ne pouvaient même pas rentrer pour boire ou manger. Ils étaient en liberté. La porte de la salle ouverte, donc ils pouvaient partir n'importe où dans le service, dans l'hôpital. Et donc, j'ai appelé ma collègue qui n'était pas dans ce service-là ce jour-là. Et elle m'a dit, oui, mais rentre-les, bien sûr, enfin, si tu y arrives. Alors, on a eu de la chance, on n'a pas mis trop longtemps. Mais une fois, j'ai passé une demi-heure. Parce qu'ils n'avaient pas, parce qu'ils n'avaient pas envie. Et en fait, ce qui est important quand on a des oiseaux, en plus des oiseaux en cage, ce qui est un peu contre nature, on va dire. Mais c'est vrai que les perruches, c'est particulier. Mais ce qui est important, c'est de les faire sortir régulièrement. C'est pour ça que je vous dis, quand les ASH, le week-end, les emmènent dans le service et tout, c'est aussi pour continuer à les habituer à sortir. Parce que le problème, c'est que si elles sortent régulièrement, elles savent qu'elles vont re-rentrer, donc elles vont avoir le plaisir et elles vont re-rentrer facilement dans la cage parce qu'elles savent qu'elles vont ressortir. Si vous les sortez une fois par mois, en fait, comme elles savent absolument pas la prochaine fois qu'elles vont sortir, elles vont vous faire batailler pendant 1 heure, 1 heure et demie avant de re-rentrer. Et du coup, vous en avez parlé aussi un petit peu au début, mais si on revient un petit peu à vous, est-ce que vous avez suivi une formation particulière pour la médiation avec les oiseaux ou est-ce que ça faisait partie un petit peu du panel des choses que vous avez vues sur votre formation initiale? Alors moi, avec les oiseaux en particulier, non, je suis pas certaine. Alors il y a des volets de formation, c'est-à-dire il y a des formations médiation animale où vous pouvez choisir une spécialité. Vous pouvez de cocher un complément, le complément NAC, chien, chat, oiseau, voilà. Moi, j'ai pas suivi simplement parce qu'à la base, j'avais pas d'oiseau, j'avais jamais eu d'oiseau avant de récupérer Chouchou, et c'était pas mon j'avais pas d'objectif par rapport à ça. J'ai mis les pieds dedans. Alors on a fait le séminaire, c'était en, que je dis pas des bêtises, c'était en j'ai un trou, 2019, c'est ça. C'était juste avant le Covid. Donc fin 2019, et fin 2019, ça faisait 4 ans qu'avaient les perruches, donc ça veut dire 2015. Donc 2015, ça faisait déjà 8 ans. Moi que je travaillais, j'avais jamais croisé, j'avais jamais croisé la possibilité de faire de médiation avec les oiseaux. Et il se trouve que au CHU, j'y vais depuis 2010, et c'est vrai qu'on est une bonne équipe, on s'entend bien, etc. Donc, on a mis en place des ateliers ensemble, et du coup, je me suis retrouvée en fait en présence des oiseaux un petit peu de manière fortuite. Après, je sais qu'au départ, c'était le projet de la psychomote qui effectivement s'y connaissait très très bien, dont la fille élevait des oiseaux à la main, etc. Donc voilà, elle avait vraiment les connaissances adéquates. Et du coup, est-ce que vous connaissez des instituts de formation qui sont dédiés à ça ou les options, les spécialités dont vous parlez, est-ce que... Pour les oiseaux, alors je pourrais me renseigner. Je pense que... Alors moi, les centres que je connais, c'est... Alors, vous êtes dans quelle région déjà? On est en Auvergne, on est sur Vichy. D'accord. Parce qu'il y a Ocapis, mais qui est niveau Gironde, Sud-Gironde, en bas de Bordeaux. Ok. Et Ocapis, elle a chevaux, ânes, poneys, elle a des furets, il y a des poules.
Il y a des Ok. poules, hamsters, ouais, ça va être les poules en fait, qui va se rapprocher le plus. Je suis pas certaine, faut regarder Okapis, Okapis, Muriel Lavenant, faut regarder si elle propose un volet. Je sais qu'elle aborde parce que moi je fais 2 journées en éthologie et je sais voilà qu'on observe les poules, etc. Mais donc c'est abordé. Maintenant de là, j'ai pas souvenir que dans la brochure il y ait un volet spécifique. Après, alors vous avez qui fait bataille un peu, vous avez Agathea. Voilà, il y a des personnes très satisfaites et d'autres très, très non satisfaites, donc je ne sais pas. Voilà, faut discuter avec les gens qui ont fait. Je pense que Agathea est un centre voilà, très commerçant, on va dire. Je pense qu'ils ont sûrement développé quelque chose. Ok. Je sais en tout cas qu'il y a des lieux de visite, d'observation, de médiation qui sortent de l'ordinaire, comme les chouettes, les lamas, etc. Au Capis aussi, parce qu'on a des lamas dans le Médoc. On a un médiateur de lamas pas loin de Bordeaux. Donc, au Capis aussi a ce partenariat-là. Après avoir avec les entrepreneurs animaliers, où là, l'avantage, alors les entrepreneurs animaliers et ASCO, AZCO, l'avantage qui peut être intéressant, c'est que ce sont des formations qui vont s'effectuer à distance. Donc, pour toute la partie théorique, donc à votre rythme, voilà, vous validez la théorie. Et par contre, il y a bien de la pratique. Voilà, il faut trouver un ou plusieurs lieux de stage pour faire la pratique. Et là, pour le coup, vous pouvez choisir un médiateur qui fait avec les oiseaux si c'est ce qui vous intéresse, par exemple. Ok, super, merci. Et Du coup, après, il y a les DU universitaires aussi, bien sûr. Ok. Oui, ça fait beaucoup d'options. Voilà, il y a des universitaires, vous avez Rama, pareil, Brahma, relation d'aide à la médiation animale, à Clermont-Ferrand, qui fait un petit peu, c'est un peu comme Agathea, il y a des personnes très, voilà. Mais après, il y a l'IFZ, il y a l'Institut de formation zoothérapie aussi à Lyon. Et moi, j'ai fait le DU relation homme-animal sur Paris. Ok. Et à l'époque, 2006, il y a déjà presque 10 ans, il n'y avait pas de spécificité par rapport aux oiseaux. Je ne vais pas souvenir. Mais ils ont peut-être développé entre-temps, parce que c'était il y a presque il y a 9 ans, donc ils ont pu s'adapter entre-temps. Du coup, on a déjà parlé pas mal d'expériences. On aurait voulu savoir s'il y avait une expérience particulièrement marquante que vous avez vécue du coup avec les oiseaux. Oui, oui, il y a une dame en plus c'est vrai que je l'ai pas mis dans les anecdotes, mais il y a une dame qui était aux USLD, qui a été en EHPAD, l'EHPAD juste à côté, en fait, sur le même parking qui dépend du CHU, et qui là vient de revenir aux USLD, supposé en fin de vie, et au final, elle a repris du poil de la bête, et tant mieux. Et voilà, donc c'est une dame qu'on accompagne depuis plus de 10 ans et où effectivement c'est une dame très anxieuse qui a un cancer du sein, qui fait beaucoup de crises d'épilepsie, qui a été assez maltraitée pendant sa vie, qui a eu 7 enfants et voilà, qui respire très saccadé, qui est très oppressée. Et donc moi je travaille beaucoup en snoozolone avec elle et avec le chat parce que voilà, le chat se pose, il ronronne, enfin voilà, il est hyper apaisant. Mais c'est vrai que
alors à l'EHPAD, ça fait quelques années que les oiseaux ils vont plus, mais avant, quand elle était aux USLD et puis au début de l'EHPAD, il y avait ce côté, je pense, en fait, de captation. Voilà, quand l'oiseau se pose, et puis un oiseau, c'est quand même assez majestueux, c'est assez. Et puis, bien cette liberté à se dire, en fait, tout à l'heure, je vous disais la fierté du monsieur et le parallèle qu'il faisait avec la liberté, donc de les libérer de la cage, comme dans la chanson, et de se dire waouh. Et en fait, il y a aussi l'effet inverse, c'est-à-dire de se dire ben, cet oiseau qui pourrait voler n'importe où dans la pièce en toute liberté, il fait le choix de venir sur moi, de venir vers moi. Donc il y a un travail aussi sur l'estime de soi, et sur forcément le besoin de contrôler sa respiration, de contrôler, voilà, quand on est angoissé, stressé, on peut sangloter, donc on va sursauter un peu. Et c'est vrai qu'on travaillait beaucoup sur ça avec cette dame-là, sur la respiration, et en prenant le prétexte que si on voulait que l'oiseau reste en fait avec nous, fallait respirer calmement pour pas l'effrayer, voilà. Non, oui, ça c'était assez touchant, je trouve. Je l'ai vu cet après-midi d'ailleurs, cette dame avec le chat. Ok, trop bien. Du coup, la dernière question, c'est un peu notre question de la fin qu'on pose à chaque fois quand on a posé un peu toutes nos questions pour les podcasts. C'est un petit peu, est-ce que avec l'expérience que vous avez, vous pourriez nous donner votre définition de la médiation animale? La médiation animale, ça va être pour moi en tout cas une mise en relation de l'animal avec un bénéficiaire en présence d'une tierce personne, dans ce que vous appelez en psychomotricité la relation tripartite, quoi. Et avec des objectifs qu'on définit à l'avance, qu'on recalcule, qu'on adapte, qu'on améliore, qu'on arrête des fois, qu'on prolonge, voilà. Et ça, en fait, avec toujours à l'esprit le bien-être, le consentement. Moi, je travaille beaucoup sur le maintien du consentement aussi, donc et de l'animal et de la personne. Vraiment, comme je vous disais de tout à l'heure, la personne est dans une prise en charge médicale souvent assez lourde, où elle est assez contrainte avec des rendez-vous, avec des médicaments, avec des soins. Et pour moi, quand on vient en support de soins comme ça, ou en tout cas d'accompagnement non médicamenteux, on va dire, faut pas que ça soit contraint, faut pas que ça soit subi, faut vraiment que ça soit de consenti et que tout le monde y trouve son bien-être, y trouve son compte. Après, je sais pas si vous avez encore un petit peu de temps, mais si c'est pas le cas, je pourrais vous envoyer le document par Word dans ce que je présente à l'IFP. Moi, je fais un parallèle, ça va vous parler sûrement de Catherine de Potel. Oui. Voilà, donc Oui. voilà, il y a un parallèle sur Catherine de Potel avec la médiation qui va avoir une véritable valeur de symbolisation parce qu'elle est investie par elle-même. Donc dans la présence animale, on a vraiment ça. René Roussillon, si ça vous parle. Avec les cinq de qualité psychique qui sont associées aux qualités physiques, en fait. Donc, je fais le parallèle aussi avec l'animal, son extrême sensibilité, la fonction de l'éveil sensoriel, comme je vous disais, la disponibilité inconditionnelle, ou presque, l'absence de jugement dont on parlait, voilà. Donc, ce sont les quatre. Et puis, la capacité d'animation propre par lui-même, puisqu'il est vivant, à la différence d'une autre médiation, voilà. Le fait que le corps soit un médiateur incontournable, l'importance de la formation aussi spécifique et complémentaire, comme je vous disais.
Voilà, enfin, il y a plein de parallèles. Après, qu'est-ce qui est... Oui, la notion de cadre que vous avez en psychomotricité, on se l'applique en médiation animale, c'est-à-dire voilà, importante, bien spécifique. On définit un lieu, un espace, un temps et un ensemble de règles à respecter et on n'y déroge pas. Voilà, pour le bien-être de tout le monde. Du coup, là, peut-être que Mélanie Klein, ça vous parle? Oui, de nom, Ouais, mais sans voilà. avoir rien lu, oui, ça me parle. Après, il y a Anzieux, Oui, bien avec sûr. la référence au contenant maternel, l'enveloppe protectrice, le mois-pot, etc. Donc, de tout ça, voilà. Hubert Montagnier, bien sûr, le transfert avec Boris Levinson, Catherine de Potel, peut-être. Oui. Voilà, avec le cadre psychomoteur qu'à la fois au niveau physique et psychique, on retrouve ça aussi en médiation animale. Au niveau du comportement, on va avoir Piaget avec sa définition du comportement qui est l'ensemble des actions que les organismes exercent en milieu extérieur. Donc voilà, on retrouve les mêmes directions en médiation animale. On va retrouver avec Bergès le tonus. Oui. Voilà, tout ce qui est communication non verbale, je vous disais. Voilà, le dialogue de tonique, bien sûr. Le schéma corporel, évidemment. Mais à partir du moment où c'est dans la relation, en fait, je trouve que les liens entre la médiation animale et la psychomote sont juste évidents. Ah ouais, ah non, mais c'est exactement ça. Moi, j'ai fait un stage auprès de la psychomote quand j'ai fait mon DU en 2006. Et en fait, pour moi, la psychomotricité, je connaissais parce que je travaillais en EHPAD depuis le départ, donc depuis 10 ans déjà, quasiment. Et bon, il y avait un psychomote, je connaissais, mais c'est vrai qu'on fait souvent l'amalgame avec le kiné, avec l'ergo. On ne sait pas trop enfin, on sait que c'est pas la même chose, mais on ne sait pas où est la différence. Mais je pense que tant qu'on n'a pas rencontré quelqu'un et qu'on n'a pas fait une journée avec un psychomote, on n'a pas compris. Alors qu'en fait, finalement, une fois qu'on l'a vu, je pense que c'est pas si compliqué que ça. Prise en charge globale, le corps et l'esprit, avec des médiations en support, voilà. Et donc, moi, ça m'a paru évident, voilà. Et en plus, la psychomote au CHU, voilà, c'était celle qui était à fond sur les oiseaux et de tout ça. Donc, elle faisait le lien, elle adorait ce que je faisais avec le chat. Donc, voilà. Donc, elle a vraiment fait, c'était un super stage. Et voilà. Donc, ouais, il y a énormément de liens. Le schéma corporel, bien sûr, avec Rey, la synesthésie, Bullinger, avec les flux sensoriels, voilà. Enfin, il y a plein de liens. Si ça vous intéresse, dans un mail, je vous redirai les noms et puis le lien que je fais. Blubersac aussi, je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Oui. Enfin, moi, j'ai mon mémoire sur la médiation équine, donc et voilà. En fait, tout ça, j'ai lu, quoi. Voilà, exactement. La proxémie avec Hall. Voilà. Et puis, bien sûr, cette relation triangulaire dont je vous disais, voilà, qui est aussi présente en médiation. Donc, si ça vous intéresse, je peux vous transférer. Il fait 5 ou 6 pages, ce petit document. Ok. Avec plaisir. Ouais, carrément. Voilà. Merci beaucoup. De rien, avec plaisir. Voilà. Merci d'avoir écouté cet épisode d'une patte dans la psychomote. Un grand merci à Delphine pour ce partage passionnant autour de la médiation avec les perruches calopsites. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager et à suivre le podcast pour découvrir d'autres rencontres entre psychomotricité et médiation animale. À très bientôt pour un nouvel épisode.